Merci Émilie, merci d'être venus aussi nombreux, et merci aux organisateurs de m'avoir invité, c'est la seconde fois. Donc, je vais vous parler effectivement de la physiopathologie et de l'immunodupaludisme. En fait, je vais être un petit peu plus général peut-être, parce que je me suis demandé, en abordant ce sujet, comment d'abord définir l'infection palustre, l'infection par Plasmodium. Donc je vais passer très brièvement sur les cycles qu'on a déjà vus et revus, donc le début chez les moustiques, avec le passage dans les glandes salivaires, la piqûre infectante, le passage dans le foie, le stade sanguin chez l'homme, et sachant que c'est, j'ai une image qui est tronquée, là ça ne gênera pas, sachant que c'est uniquement cette partie du cycle qui est responsable de la symptomatologie chez l'homme. Alors l'infection par Plasmodium, on peut aussi la décrire en fonction de la répartition géographique. Par rapport à la population mondiale, 40% de la population vit en zone où il y a du paludisme, et 90% des cas de paludisme se trouvent en Afrique. J'ai mis le Madagascar en surligne à côté. On peut aussi décrire l'infection par Plasmodium en fonction de l'espèce. Vous savez tous maintenant qu'il y a 4 espèces chez l'homme: Plasmodium falciparum, malaria, vivax et ovalée. On parle d'infection mixte lorsqu'on a un individu qui porte 2 espèces différentes. Exemple ici, falciparum et malaria, c'est très fréquent. Et on parle d'infection multiple lorsque un sujet porte plusieurs souches de Plasmodium falciparum, ce qui est aussi très fréquent. On peut décrire l'infection par Plasmodium en spécifiant ses caractéristiques dépendantes de l'âge. Donc je mets en général ici, en indice, les références bibliographiques. Je m'excuse pour l'image qui est tronquée, il faudrait que je redémarre l'ordinateur pour avoir l'image complète. Vous avez l'échelle d'âge ici de 4 mois à 50 ans, avec différents indices que je vais essayer de développer, d'expliquer. L'incidence clinique, donc je souligne ici qu'on est en zone de forte endémicité, c'est spécifique aux zones de forte endémicité. L'incidence clinique est très forte chez les jeunes enfants et réduite avec l'âge. Les densités parasitaires moyennes sont très élevées chez les enfants et les densités parasitaires diminuent avec l'âge. Le seuil pyrogène augmente dans la jeune enfance pour réduire ensuite, ici dans les facteurs chez le nouveau-né qui permettent de maîtriser un petit peu le seuil pyrogène. La multiplicité des infections en portage asymptomatique, infections multiples, faible chez l'enfance et elle augmente avec l'âge. La multiplicité des infections, cette fois en portage symptomatique, lorsque les enfants sont malades, ils ont tendance en général à avoir des infections multiples. Et ces infections multiples régressent avec l'âge. Et la relation entre la multiplicité des infections et le risque de morbidité est élevée chez l'enfant, ce qui veut dire que plus l'infection est multiple, plus il y a de souches, et plus il y a un risque de morbidité. Ça, c'est chez l'enfant, et ce facteur réduit avec l'âge. Il y a aussi dans l'enfance une forte corrélation entre les infections multiples et densité parasitaire. Donc les densités parasitaires élevées sont associées avec la multiplicité des infections. Chez l'enfant, cette corrélation réduit avec l'âge, forcément puisqu'on a une réduction des autres facteurs. La durée d'infection est faible chez l'enfant, elle augmente avec l'âge, ce qui est assez prévisible puisque l'enfant sera soigné, en principe. Donc ça c'est une référence bibliographique en zone de forte endémicité. Alors j'ai abusé de toute ma prétention pour essayer de faire le même graphe, cette fois en zone de faible transmission, un risque épidémique. Vous allez voir, ces indices sont beaucoup plus monotones. L'indice clinique est assez élevé, et pratiquement constant en fonction de l'âge. Les densités parasitaires moyennes sont faibles et pratiquement constantes avec l'âge. C'est-à-dire que dans ces types de zones de transmission, les enfants sont généralement aussi sensibles que les adultes, et vice-versa. Le seuil pyrogène est généralement très faible et ne fluctue peu ou pas avec l'âge. Multiplicité des infections en portage asymptomatique ou en infection symptomatique, idem, a priori pas de fluctuation avec l'âge, constante. Relation et corrélation constante, et durée d'infection très courte, puisque les enfants
aussi bien que les adultes, seront en principe soignés dès les premiers symptômes, parce qu'il n'y a pratiquement pas de portage asymptomatique. L'infection par Plasmodium, il y a différents stades, et le devenir de l'infection dépend d'un certain nombre de facteurs. Certains sont associés aux parasites, d'autres à l'hôte, et d'autres aux facteurs géographiques, sociaux et enfin des facteurs de transmission. On verra ces différents facteurs un peu plus en détail tout à l'heure. Cette diapo, c'est pour montrer le stade du portage, l'évolution de la maladie, donc du portage asymptomatique vers l'accès simple, vers l'accès sévère et vers le décès. Donc, tous ces facteurs contribuent à l'évolution de la sévérité de la maladie ou au contrôle. L'infection par Plasmodium, on peut aussi la décrire en fonction de l'âge et de la symptomatologie. Pas de l'âge, pardon, de la symptomatologie. Donc on parlait tout à l'heure du portage asymptomatique, qui est très fréquent, qu'on néglige un petit peu peut-être, parce que c'est pas, on considère que c'est pas un problème de santé publique, alors que ça l'est, parce qu'on s'intéresse plutôt aux malades. L'accès palustre simple et l'accès sévère, qu'on décline en deux formes particulières, l'anémie sévère et l'accès pernicieux. On va d'abord passer, si je me rappelle bien, au portage asymptomatique, ce qui semble logique. Alors, portage asymptomatique, je disais tout à l'heure, c'est très fréquent en zone d'endémie, très fréquent chez des sujets humains. Très fréquent, la preuve c'est qu'il n'est pas rare de trouver chez les enfants des taux de prévalence dépassant les 80%. Il y en a à Madagascar, ça a été vu à Sainte-Marie, il y en a à peu près partout dans tout le continent africain. Et dans ce contexte, dans l'infection asymptomatique, l'infection peut durer plus d'un an, puisqu'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de traitement. Donc l'individu porte ses parasites pendant plus d'un an. Alors comment ça se traduit? Bien, ici c'est une référence bibliographique qui s'est intéressée au suivi longitudinal des densités parasitaires en portage asymptomatique. Et on a ici l'exemple de 8 sujets. Donc vous avez ici les courbes de température. C'est des sujets qui ont été suivis pendant 13 jours à raison de 3 visites par jour. Et chaque visite c'était une prise de température et une goutte épaisse. Et on a ici l'exemple de 8 cas de figure, 8 personnes. Donc première personne, fluctuation de la température entre 36,5 et 36,7 à la journée, classique. C'est le cas de tous d'ailleurs. Et ici, chez cette personne, la goutte épaisse n'a jamais détecté de parasite. On est en dessous du seuil pyrogène, ou alors c'est négatif. Autre cas de figure, c'est que cette personne-là, sur le suivi, a eu une goutte épaisse positive et qui s'est négativée seule, sans traitement. Autre cas de figure, on est dans les densités parasitaires très élevées, c'est ici, en échelle logarithmique. Donc ici, on a plus de 10 ou 20 000 parasites par microlitre de sang, sans symptômes. Et la personne se négative seule, elle redevient positive. En tout cas, passe en dessous du seuil de détection et remonte. Ici, on a l'effet inverse, on a une augmentation de la parasitémie. Donc vous avez tous les cas de figure possibles, ce qu'on peut imaginer. On peut confier ça à un enfant qui dessine des courbes, et c'est sûrement un cas qui existe en fait. Donc le portage asymptomatique a des fluctuations chez un même individu, durant une courte période, mais aussi des fluctuations en fonction de l'âge et de la saison. Donc ici, ce sont des données qui ont été recueillies, je crois que c'est au Mali, enfin non, j'ai oublié, peu importe, c'est pas très important. Donc on est ici dans une période de faible transmission, et ici une période de forte transmission, et les couleurs, qui ne sont pas très discriminantes, j'avoue, traduisent les densités parasitaires en fonction des âges. Donc on voit ici densité parasitaire plutôt dans les tranches inférieures, aux plus forte prévalence, avec les prévalences les plus élevées dans la tranche 5 à 9 ans. Et quand on passe en période de forte transmission, on garde le même profil, mais on a une augmentation de la prévalence dans toutes les tranches d'âge, et en particulier de la prévalence dans les fortes densités parasitaires. Ça, ce sont des données que reconnaîtra Pascal Millet, sans doute, puisque ça vient de Dienga.
C'est juste pour illustrer ce qui se passe durant la vie d'un enfant. Ici, c'est un suivi pendant à peu près 1 an et demi chez 280 enfants scolarisés dans un village du Gabon. Et j'ai reporté ici la fréquence des lames positives. Donc en rouge, ce sont les enfants qui ont au moins la moitié de leurs lames positives en portage asymptomatique, et en bleu, des enfants qui n'ont jamais présenté de lames positives. Donc pendant 1 an et demi, ici, vous avez des enfants qui n'ont jamais présenté de parasites, et des enfants, on pourrait dire, ils passent la moitié de leur existence avec des parasites, sans faire de symptômes. Donc une très très forte hétérogénéité dans la population. Alors, on vient de voir le portage asymptomatique, et pour passer au stade d'infection, de maladie, pardon, il faut dépasser ce qu'on appelle le seuil pyrogène. Et je fais partie de ceux qui défendent le fait que le seuil pyrogène est un facteur individuel. Il n'y a pas de seuil pyrogène général qui est valable pour tout le monde. On considère plutôt que le seuil pyrogène est un facteur individuel. À savoir qu'ici, dans cette présentation schématique, un sujet qui présente un stock de parasites en étant asymptomatique peut, chez certains, doubler son stock de parasites sans déclarer de symptômes. Alors que des enfants ou toute personne qui ont très peu de parasites, en doublant leur stock de parasites, pourront tomber malades. On voit bien qu'il y a une forte différence de densité parasitaire. Donc on va voir un peu quels sont ces facteurs qui peuvent contrôler ce seuil pyrogène. Donc si on dépasse le seuil pyrogène, on atteint le stade de l'accès simple. Alors ça correspond au dépassement, comme je viens de le dire, au dépassement du seuil pyrogène, qui a des caractéristiques différentes en fonction des populations. Alors, chez des sujets non humains, le seuil pyrogène est très bas. Ici c'est un VASA moyen, on va tomber malade avec très très peu de parasites. Un adulte vivant en zone endémique aura un seuil pyrogène très bas. C'est quelque chose que j'ai découvert. Je m'attendais à l'inverse. En fait, généralement, les adultes, par rapport aux enfants qui vivent en zone endémique, sont malades avec des densités parasitaires plus faibles que chez les enfants. Et donc, comme je viens de le dire, les enfants en zone endémique ont des seuils pyrogènes élevés. C'est-à-dire qu'ils ont une tolérance aux densités parasitaires élevées sans déclarer une maladie. Alors le mécanisme, donc il y a plusieurs auteurs qui sont d'accord pour décrire ce type de mécanisme. On a ici le cycle au stade sanguin, avec les schizontes, les caténodisschizontes, les mérozoïtes, qui infectent de nouveaux globules rouges, le stade tropho, voilà le cycle. À chaque éclatement des schizontes, il y a une libération des mérozoïtes, mais aussi une multitude d'antigènes, on appelle les antigènes puisqu'ils sont libérés, une multitude d'antigènes qui vont être libérés dans le flux sanguin. Donc on est en particulier à GPI, et ces exoantigènes vont stimuler les macrophages. C'est des cellules qui sont spécialisées là-dedans, c'est physiologique, hein, c'est des cellules qui sont des sentinelles, qui sont chargées de repérer les corps étrangers et de réagir. Alors ils vont réagir en produisant des cytokines pro-inflammatoires, en particulier le TNF-alpha, qui va être responsable du développement de la fièvre. La fièvre étant chargée de lutter contre l'agent infectieux. Mais, chez les personnes qui vivent en zone de transmission, il y a peu à peu une production d'anticorps qui vont neutraliser les exantigènes. Ces anticorps vont se fixer aux exantigènes et vont limiter la stimulation des macrophages, voire l'anéantir, et on aura donc une réduction de production de TNF et donc pas de fièvre. Et c'est un mécanisme qui est quantité dépendant, puisque plus on a d'exantigènes, plus on est soumis à une transmission élevée, plus on a de parasites, et plus on a d'anticorps, et plus on a de protection. Si vous vous rappelez tout à l'heure le schéma du sujet A et du sujet B. Hein. Donc là on serait dans un sujet A ou un sujet protégé, ou ici on a un sujet A, et ici le sujet B qui est capable de supporter de fortes charges parasitaires sans être malade. Alors, cette personne-là, on va imaginer que c'est un enfant qui a grandi dans un village, qui a acquis une certaine protection. Il part, on va dire, à la fac de Bordeaux, par exemple, en master, il va partir 1 ou 2 ans, et il va revenir au village pour quelques vacances. Donc la particularité de cette personne, c'est que, en quittant la zone de transmission, on ne voit pas très bien, je suis désolé,
il y a plus de stimulation d'anticorps qui vont inhiber, qui vont se fixer sur les deux antigènes. Parce que ces anticorps sont des anticorps T indépendants, donc qui ne passent pas par la régulation des lymphocytes T et qui n'ont pas de mémoire, qui ont très peu de mémoire. Donc quand la stimulation s'arrête, la production d'anticorps s'arrête. Donc ce jeune étudiant, lorsqu'il rentre au village, il n'y a plus d'anticorps, et dès qu'il va choper un palu, il va être malade. Il n'aura plus d'anticorps, plus de protection. C'est très fréquent, hein, on a souvent le cas, peut-être qu'il y en a parmi vous, qui se trouvent malades après un séjour de route. Au-delà de l'accès simple, on passe à l'accès sévère. Alors dans quelles conditions? Eh bien d'abord, le passage à l'accès sévère dépend de l'augmentation de la parasitémie. Alors là encore, ce n'est pas un facteur général, il n'y a pas un seuil au-delà duquel tout le monde fait un accès sévère. Là aussi, il y a un seuil individuel. Mais pour passer de l'accès simple à l'accès sévère, il y a forcément une augmentation de la parasitémie, sachant que ce seuil n'est pas le même d'un individu à l'autre. Souvent on passe à l'accès sévère en l'absence de prise en charge rapide et efficace. Par un problème de recours aux soins, par l'accès d'abord à la priorisation de la médecine traditionnelle, qui n'est pas toujours efficace, pas toujours, la résistance des parasites, un sous-dosage ou une mauvaise compliance. Donc on vient au graphe de tout à l'heure, où on a une multitude de facteurs qui vont conduire l'individu vers l'accès sévère et vers le décès. Alors je parlais tout à l'heure des facteurs liés aux parasites, il y a des facteurs de violence, mais aussi la résistance aux médicaments, le taux de multiplication, les voies d'invasion, le globule rouge, la cytoadhérence, le resetting, le polymorphisme et la variation antigénique, et les toxines, les exoantigènes dont je parlais tout à l'heure. Chez l'autre, il y a évidemment des facteurs liés à l'immunité, à la réponse cytokine pro-inflammatoire, qui va être responsable, tout à l'heure on va le voir, du développement de l'accès sévère, aux facteurs génétiques, drépanocytose, ovalocytose, à différents récepteurs qu'on trouve sur les cellules endothéliales, on va voir tout à l'heure, à l'âge, et cas particulier des femmes enceintes, et dans les facteurs géographiques, essentiellement liés à la transmission, ici, intensité de la transmission, avec l'effet saison, etc., l'accès aux soins. Donc tous ces facteurs vont se conjuguer pour conduire le patient, le malade, l'individu, de l'accès simple à l'accès sévère et voire au décès. Alors les accès sévères, l'accès sévère, on trouve deux formes, on décline en deux formes. Il y a un ami sévère, je ne vais pas m'étendre dessus, puisqu'on a une présentation du professeur François Perron. Je vais en parler brièvement. Et l'accès cérébral qu'on appelle aussi l'accès pernicieux ou neuropaludisme. Et l'incidence de l'une ou l'autre est liée à l'âge du sujet et au niveau d'endémicité. À savoir que en zone hypoendémique, l'origine des décès est essentiellement due à l'accès pernicieux, alors qu'en zone hyperendémique, l'origine des décès est essentiellement due à l'anémie sévère. L'anémie, donc très brièvement, je passe sur les critères cliniques. Les pathologies sont responsables de l'anémie, les causes de carence, des causes infectieuses, les carences nutritionnelles. Donc là, on n'est pas que dans le paludisme. Très brièvement, on va voir un peu le mécanisme qui a déjà été décrit par le professeur François Perron. Ce qui est particulier dans l'anémie, c'est que le nombre de globules rouges qui sont détruits par le parasite lors de l'éclatement des schizontes n'est pas suffisant pour déclarer une anémie. Il n'y a pas que ce facteur-là, donc il y a beaucoup d'autres, ce qu'on va voir. On a d'abord la lise des globules rouges par la rupture des schizontes, qui est un premier mécanisme qui détruit les globules rouges. Ensuite, se forment des complexes humains contenant les antigènes des parasites, qui se fixent sur les globules rouges infectés, mais aussi les globules rouges non infectés. Et ces globules rouges sont détruits ensuite par les macrophages. Parce que les macrophages sont spécialisés dans la reconnaissance des anticorps dans les complexes humains pour les destructions. On a aussi des auto-anticorps qui accélèrent le processus de destruction des globules rouges. Et une stimulation des macrophages qui produisent du T9
dont une des actions du TNF est l'inhibition de l'érythropoïèse dans la moelle osseuse. Donc non seulement on a destruction des globules rouges, mais ensuite on a en plus réduction de la production de nouveaux globules rouges. Le neuropaludisme, donc là je passe très brièvement sur l'anémie sévère pour arriver au neuropaludisme. Le neuropaludisme est toujours dû à Plasmodium falciparum. Il y a des troubles de conscience, des convulsions, troubles neurologiques, peuvent être associés à des splénomégalies. Je passe rapidement sur les critères cliniques, c'est pas tout à fait mon domaine, pas du tout. Ce qui m'a semblé important aussi, c'est que même dans les prises en charge optimales de ces patients, il y a entre 10 et 30% de mortalité ou des risques de séquelles. Donc c'est vraiment quelque chose qui est difficile à prendre en charge, même dans les meilleures conditions. Concernant la physiopathologie, le neuropaludisme commence par un processus inflammatoire pour aboutir ensuite à un processus mécanique. Alors d'abord, pour le processus inflammatoire, on va reprendre le schéma tout à l'heure avec le cycle: production, relargage des antigènes, stimulation des macrophages, production de TNF et d'IL1 et développement d'une fièvre. Une autre fonction du TNF, c'est la stimulation au niveau des cellules de l'endothélium d'une molécule à la surface des cellules responsable de l'adhésion. C'est un mécanisme physiologique parce que cette fonction-là est chargée de mobiliser les cellules de la réponse immunitaire au site infectieux pour localiser la réponse. Le problème, c'est que Plasmodium falciparum, en particulier les schizontes, utilise ce récepteur pour adhérer. Donc là, on dépasse le processus physiologique normal pour arriver dans une complication, sachant que le parasite utilise ce récepteur pour adhérer. Ça lui évite en particulier de passer par la rate, ce qui est assez fatal pour lui. Et c'est ainsi qu'on peut développer l'accès pernicieux. Alors dans le mécanisme donc inflammatoire comme une fois, et ensuite le processus mécanique qui fait intervenir les camins, comme on vient de le voir, mais aussi d'autres molécules, en particulier le CD36. Et donc les globules rouges infectés vont se fixer sur les vénules et bloquer. Donc on est vraiment dans un processus mécanique, puisqu'ils vont boucher des vaisseaux, et cela va affecter en particulier les tissus qui sont les plus vascularisés, comme le cerveau, d'où l'accès pernicieux. En plus de la cytoadhérence au niveau de l'endothélium, il y a une formation de rosette entre les globules rouges infectés et aussi les globules rouges non infectés. Donc tout ce processus-là contribue à l'obstruction des vaisseaux sanguins. Un cas particulier en passant, c'est chez la femme enceinte. Donc c'est pas du neuropaludisme, ni des titres, mais c'est un peu le même processus qui fait intervenir une autre molécule d'adhésion spécifique du placenta. On sort de l'accès pernicieux pour aborder deux formes de maladies particulières, et je vais insister un petit peu là-dessus, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le paludisme viscéral évolutif. Alors la caractéristique, c'est que c'est dû à une infection palustre répétée, qui n'a pas été soignée. Généralement chez des sujets humains, on a une anémie, présence d'anémie et de cytopénie, une fièvre modérée, splénomégalie constante et modérée, et la recherche de parasites positifs par intermittence avec des parasitémies faibles, sachant que ça peut échapper à la goutte épaisse. Sérologie antipalustre, titre élevé d'anticorps IgG, de classe IgG, et réponse au traitement en quelques jours. Alors j'insiste un petit peu là-dessus parce que il y a une habitude ici à Madagascar d'utiliser la sérologie comme test diagnostique. D'habitude, c'est quand on a un patient fébrile, on pense au paludisme, on va rechercher les anticorps. Ça peut partiellement se justifier dans ce type de maladie, sachant que c'est quand même des cas rares. C'est assez rare. L'autre cas particulier à l'intérieur du paludisme viscéral évolutif, c'est la splénomégalie palustre hyperimmune, avec un tableau un peu différent, souvent chez les adultes vivant en zone endémie. Splénomégalie volumineuse, recherche parasitaire négative, donc on peut, avec un test au microscope, on peut échapper au diagnostic biologique, mais dans ce contexte-là, le test dépistage sur bandelette réactive se justifie tout à fait, puisqu'on a des antigènes circulants qui peuvent être détectés par la test bandelette.
Sérologie palustre, titre élevé en IgM, pardon, pour le tronquage, ici c'est en IgM, et réponse au traitement à l'ombre. Donc là aussi, l'habitude ici, c'est de rechercher les IgM. Et si on trouve des IgM, souvent les médecins qualifient le diagnostic le paludisme. Alors je pense que c'est pas suffisant, parce qu'on est aussi dans une zone où il y a beaucoup de paludisme quand même, sur les côtes. Les gens voyagent et peuvent très bien avoir des anticorps, puisque les anticorps persistent un certain temps dans le sang. Ils peuvent très bien avoir des anticorps sans avoir, au moment présent, un accès palustre. Alors qu'il y a des moyens ici tout à fait adaptés, tout à fait efficaces, pour faire un diagnostic fiable, dans ce cas de figure où on a un risque de goûter test négative. C'est l'occasion de tester, d'utiliser les tests à bandette, par bandette sélective, pardon. Et dans ce cas aussi, on peut rechercher les parasites sur l'âne, persister s'il n'y en a pas, si on ne trouve pas tout de suite, ou faire un test de bandette. Mais encore une fois, la recherche d'anticorps n'est pas suffisante. Pardon. Voilà. Alors, quelques rappels en immuno général, je ne vais pas vous embêter longtemps, c'est juste pour montrer, parce qu'on a assez peu l'occasion de le faire, de montrer à la fois les cellules telles qu'elles sont, puisque c'est par microscopie électronique, et telles qu'on les voit sur l'âme. Donc on a ici des globules rouges, qui ont des colorations différentes en fonction de la qualité du pH du colorant, et ici des macrophages, qui sont des grosses cellules, et ici les petits lymphocytes qu'on trouve là. Ça pour passer au domaine de l'immunologie. Alors, un rappel très très bref, donc sur l'immunité naturelle, donc on dit aussi l'immunité innée, on en parlait tout à l'heure, et l'immunité spécifique, adaptative, acquise, avec les grandes différences concernant les facteurs solubles et les cellules. La particularité de ces deux réponses immunitaires, c'est que l'immunité naturelle résiste, elle n'augmente pas avec la succession d'infections, elle est constante, alors que l'immunité spécifique est chargée de répondre de façon amplifiée à chaque infection. Il fait intervenir des anticorps et des lymphocytes en particulier. Alors le rôle majeur de l'immunité acquise, spécifique, c'est l'amplification de la réponse anticorps, pour être plus efficace. C'est ce qu'on recherche quand on fait un vaccin. Lorsqu'on a un premier contact avec l'agent infectieux et une production d'anticorps, d'IgM et d'IgG, assez modeste. Au second rappel, le taux d'IgM reste pratiquement le même, par contre il y a une très très forte amplification de la réponse IgG, donc une meilleure protection a priori. Alors ici un résumé de développement de la réponse immunitaire, avec plein de flèches. Donc avec les cytokines responsables de la médiation cellulaire. Donc si vous avez un peu de temps, on peut passer quelques heures dessus. Non. On va résumer avec un schéma beaucoup plus simple qui explique que la réponse qui peut prendre deux formes. Les lymphocytes T peuvent s'orienter vers une réponse TH1 qui va être plutôt du type inflammatoire et une réponse TH2 qui va plutôt s'orienter vers la production d'anticorps et d'IgG. Alors je suis désolé pour le trucage encore là, parce qu'il y a des gamétocytes ici, des anticorps. Donc c'est un schéma qui reprend très brièvement les différents points d'action de la réponse immunitaire dans le paludisme. Alors avec les sporozoïtes, le stade hépatique, l'infection au stade sanguin et avec les gamétocytes. Donc on a des anticorps qui peuvent se fixer, qui peuvent reconnaître des antigènes à tous les stades de l'infection, des hépatocytes infectés, au niveau des globules rouges. On parlait tout à l'heure en début d'exposé des anticorps qui reconnaissent les antigènes, qui vont inhiber, en tout cas réduire la réponse inflammatoire. Les anticorps qui vont participer à la reconnaissance des cellules infectées, les macrophages vont avoir une action ADCC ou ADCI par l'intermédiaire d'anticorps, donc c'est une coopération anticorps en cellules, avec tout un tas de cytokines qui vont interagir, les cellules présentatrices d'antigènes qui vont stimuler les CD4
et orienter ce qu'on a vu tout à l'heure vers la réponse plutôt TH2, pardon, ou plutôt la réponse TH1. En fait, généralement, on a les deux réponses. Je vais peut-être passer un peu rapidement dessus, parce que j'avoue que je maîtrise moyennement le sujet. Enfin, c'est assez nouveau, parce qu'on parle ici de sujets initiés. On parlait toujours de sujets naïfs et sujets humains. On a aussi des notions de sujets initiés. Donc, très brièvement, ici, c'est un gisante qui libère ces mérozoïtes, et on parlait tout à l'heure des antigènes et des antigènes qui sont libérés. Donc on les classe en différentes catégories, les phosphorylés, les protéiques hépatiques et les angiotoxines laïques, qui vont stimuler les macrophages et les lymphocytes, une sous-population particulière des lymphocytes T qui sont les gamma delta. Stimulation des macrophages, production de TNF, ce qu'on a vu tout à l'heure, avec une alternative faisant intervenir les cellules NK, avec un échange de cytokines. Et chez le sujet initié, donc c'est un sujet qui a déjà rencontré le parasite, on va avoir une participation des lymphocytes T alpha-bêta, qui sont ici, à qui les macrophages, ou en tout cas les CPA, vont présenter l'antigène. Voilà. Et cette fois, les gamma delta vont être stimulés non seulement par les antigènes phosphorylés, mais par l'IL2 produit par les lymphocytes T alpha-bêta. Et ceci va amplifier la réponse inflammatoire des macrophages. Et donc le développement d'accès sévère chez des sujets initiés, qu'on ne trouve pas forcément chez des sujets naïfs. Et le processus d'inhibition dont on parlait tout à l'heure, avec des anticorps qui vont bloquer tous ces exantigènes et donc réduire, anéantir tout le processus inflammatoire en limitant la stimulation des gamma delta, la présentation d'antigènes et en limitant la stimulation des macrophages. Quelques références bibliographiques qu'on pourrait communiquer si vous voulez. Et un petit questionnaire, parce qu'à l'origine cet exposé était prévu pour les étudiants, donc je vais poser la question aux apprenants. Alors vrai ou faux, est-ce que les gamétocytes de Plasmodium falciparum peuvent être responsables de complications sévères de l'infection? Qui s'aventure à répondre? C'est faux. C'est faux. Voilà. On voyait tout d'abord, tout au début, que c'était uniquement les stades sanguins schizontotrophozoïdes qui étaient responsables de la symptomatologie. Donc c'est faux. Plasmodium malariae peut être responsable d'un neuropaludisme, vrai ou faux? C'est faux. Évidemment. Le neuropaludisme est fréquent en zone hyperendémique. C'est faux. Parce que le neuropaludisme est plus fréquent en zone hypoendémique, on l'a vu tout à l'heure. L'anémie sévère est fréquente en zone hyperendémique. C'est vrai. Un neuropaludisme avec un frottis et une goutte épaisse négative est possible. Un neuropaludisme. Ouais. Oui. Ouais. Qui dit vrai? Qui dit vrai? Un neuropalud avec une goutte épaisse négative. Qui dit faux, le reste? Ben c'est faux. C'est faux. Bon, il y a Didier Ménard qui n'est pas d'accord, mais ce sera l'objet. Bon, ce sera l'objet d'une question, d'une discussion ensuite. Un sujet fébrile avec une sérologie palustre positive est forcément atteint de paludisme, vrai ou faux? C'est faux. Il faut traiter un sujet porteur asymptomatique. Oui? Alors c'est faux, mais c'est un petit peu vrai. Non, mais le contexte, par exemple, dans une population d'enfants scolarisés où il y a 80% de prévalence, vous donnez un médicament à tous ces enfants, au bout d'un mois, ils seront positifs. Il n'y aura aucun gain, et peut-être que l'argent dépensé pour les médicaments peut servir à autre chose de plus efficace. Et c'est un petit peu vrai parce que bon, je me dis qu'un médecin qui est devant son patient qui est malade, enfin là il n'est pas malade en l'occurrence, mais quelqu'un qui est devant son patient peut considérer qu'il va être traité. Bon, ce sera peut-être aussi l'objet d'une discussion après. Les macrophages sont impliqués dans la protection contre le paludisme et le développement de l'accès sévère. Vrai dans les deux. Ben, c'est quand même une cellule qui protège, hein, qui
la faculté de phagocyter les parasites par ADCC, de les inhiber par ADCI, de les détruire, de présenter l'antigène, c'est une fonction très importante. Mais aussi responsables de l'accès sévère puisqu'ils sont à l'origine de la surproduction de TNF-alpha. Les anticorps protègent contre le paludisme. Ben, c'est un petit peu faux. Bon, je pense que c'est... Oui. C'est en rapport avec les sujets initiés tout à l'heure. Ouais, c'est fini. Je vous remercie. Merci. Je procède de répondre à vos questions. Moi, je voulais te demander, Olivier, de revenir sur la diapo pour le seuil pyrogène. En fait, la question, c'est est-ce qu'on peut estimer le seuil pyrogène en dosant les anticorps qui bloquent ces exo-antigènes? Tu peux